on va parler maintenant des pseudomyxomes. Donc on va parler d'une autre maladie, donc pas les cancers du côlon, pour essayer de vous poser 2-3 questions et pour aborder ça. Alors les pseudomyxomes, aujourd'hui en France, c'est 2 cas par million d'habitants. Et c'est le réseau dont vous avez parlé dans l'introduction, j'aurais pu mettre le petit logo du réseau, c'est pas bien, qui est le réseau RENAP. Donc c'est un réseau qui a été mis en place par le plan cancer, et je sais qu'aujourd'hui au Maroc vous avez quelque chose qui ressemble à ce plan cancer et qui s'est mis en place. Donc c'était un peu la même idée, c'était de dire pour tous les cancers rares en France, on essaye de mettre en place des centres de référence pour qu'ils soient pris en charge dans ces centres, pour aider les patients à avoir accès à des gens qui soient très intéressés sur une pathologie, donc qui la connaissent bien, et puis peut-être derrière même à des études cliniques, parce que si on met tous les maladies rares dans un coin, on peut peut-être au bout d'un moment commencer à fabriquer des réseaux et des traitements. Donc le pseudomyxome, c'est une maladie qui reste très rare. Alors c'est plus un syndrome qu'une maladie, si on veut être très strict pour la définition. C'est un cancer du péritoine avec beaucoup de mucine et de la mucine disséminée dans l'abdomen. C'est ça un pseudomyxome. Aujourd'hui, on sait que la cause, vous la voyez ici, elle est représentée là. Donc vous avez ici le côlon, l'appendice, et puis ici, la partie de l'appendice qui s'est rompue et de la gélatine qui peut ensuite couler. Et si vous regardez bien sur le côté, vous voyez des petits implants qui sont sur la paroi de l'appendice. Alors, ça nécessite une chirurgie très particulière. C'est cette chirurgie qui est considérée comme la grosse chirurgie importante où ça prend beaucoup de temps. Donc les durées opératoires peuvent être extrêmement longues. Nos dernières tentatives sont de temps en temps de faire des 2 temps. Donc de faire la partie haute de l'abdomen et puis de refermer le malade et de retourner 2 mois après pour faire le bas. Il y a des équipes qui sont retournées le lendemain, il y a des équipes qui sont retournées à 10 jours, mais cette idée du 2 temps, elle est vraiment venue de la durée des opérations. Ça nécessite du matériel particulier. On ne parlera pas beaucoup parce que on ne peut pas tout raconter, mais il y a beaucoup d'inquiétudes sur le fait de mettre une chimiothérapie dans un bloc, machin, tout ça. Là, par contre, ça génère beaucoup de fumées qui sont toxiques, cette chirurgie, parce qu'on va vaporiser beaucoup de tumeurs plutôt que de la réséquer. Donc il vous faut un aspirateur à fumée. Alors après, un aspirateur du commerce avec une gaine de cellio autour, ça marche. Mais c'est important. Parce qu'encore une fois, on va faire beaucoup de destruction par fulguration. Et puis, il y a eu pas mal de discussions sur l'histologie, je vous en parlerai un petit peu dans la suite du topo. Alors, on va commencer tout de suite avec ça. C'est une question, toujours pour vous faire voter avec vos boîtiers. L'histologie est toujours la même dans les pseudomyxomes. Deuxième proposition, la chimiothérapie est peu efficace. C'est très lapidaire, hein. Il n'y a pas écrit quelle chimiothérapie, et il y a écrit peu efficace. La survie est toujours très prolongée. Les anti-angiogéniques sont potentiellement efficaces. Et la guérison après la chip est fréquente sans chimiothérapie si l'exérèse a été CC0 et si l'histologie est une histologie de bas grade. Alors est-ce qu'avec ça, ces premières questions, on peut aborder la question du pseudomyxome? Je continue à attendre un peu parce qu'il y a toujours des votants. Donc c'est dur, hein, on a changé de sujet. Alors on va regarder vos réponses. Alors l'histologie est toujours la même. Non, effectivement. Vous n'avez pas été nombreux à répondre ça. L'histologie n'est pas toujours la même, il y a pas mal de formes différentes. Heureusement, aujourd'hui, on commence à avoir une classification qui tient à peu près debout, grâce d'ailleurs aux différents anatomopathologiste d'Europe, qui ont travaillé ensemble sous la férule d'un Anglais. Je vous montrerai cette publi. La chimiothérapie est peu efficace. Ben oui, elle est peu efficace dans cette maladie. Vous savez que globalement, les chimiothérapies, on va dire anciennes, fonctionnent quand la division cellulaire est rapide. Et la division cellulaire des pseudomyxomes, elle est très lente pour la majorité d'entre eux. Et le contingent cellulaire est très lent et très peu important par rapport aux vaisseaux, par rapport à la fibrine, par rapport à la mucine dans lequel sont ces tumeurs. La survie est toujours très prolongée? Ben non, malheureusement. Il y a des pseudomyxomes dont l'évolution est extrêmement rapide. Et c'est pas toujours facile de savoir avant quelle maladie on va affronter. Alors il y a dans tous les
service de chirurgie, on a tous vu le patron avec un malade qu'il avait déjà opéré 10 fois, à qui il ouvrait le ventre, il retirait un peu de gélatine, et puis le gars repartait pour 2-3 ans. Mais ce malade-là, il ne représente pas la majorité des pseudomyxomes. Mais ça existe. Donc il y a des formes quasi indolentes, où ça fabrique de la gélatine, et puis il ne se passe pas grand-chose. Et donc on aide les gens en retirant la gélatine, ils respirent mieux, puis on les renvoie à la maison. C'est ce qui peut vous arriver chez une vieille dame. On voit souvent cette forme-là chez les dames un peu âgées. Donc il ne faut pas hésiter, il faut leur permettre de respirer. Mais malheureusement, de temps en temps, la survie n'est pas prolongée du tout et la maladie peut être très agressive. Les anti-angiogéniques sont potentiellement efficaces. Vous n'êtes que 6% à répondre et nous avons Roche comme sponsor et vous avez tort parce que les anti-angiogéniques sont efficaces dans cette maladie. Bon, je vous montrerai ça après. C'est les modèles animaux qui nous ont permis de démontrer ça. Et enfin, la guérison après la CHIP est fréquente sans chimiothérapie si l'exérèse était complète, donc CC0, si on a fait une CHIP et si c'était un bas grade. Vous êtes une majorité à savoir ça et c'est le plus important à savoir. Donc je ne vais pas avoir trop de choses à vous raconter puisque vous connaissez. Voilà. Donc effectivement, la particularité du pseudomyxome, c'est qu'avec une chimiothérapie que vous faites au bloc opératoire, si c'est un bas grade et si vous avez tout retiré, eh ben, il y a des guérisons. Et il y a des gens qu'on voit au bout de 10 ans, ils n'ont toujours pas de maladie, et c'est même quasiment la majorité pour les bas grades. C'est la démonstration par le patient de l'idée de la CHIP et du fait que ça fonctionne. C'est ça qui a convaincu beaucoup des collègues chirurgiens que la CHIP, finalement, ça marchait. Et quand je suis arrivé à Lariboisière et que j'ai opéré le premier pseudomyxome, la plus vieille des penseuses était là. Elle n'a rien dit, elle a regardé. Et puis le malade est revenu 1 an et demi après pour une éventration. Donc j'ai mis le malade au bloc, et là elle n'a rien dit. Elle est venue, elle a regardé, elle a vu qu'il n'y avait rien dans le ventre, elle a dit « Ah bah dis donc, ça fonctionne ». Et à partir de là, j'avais tout le bloc derrière. Donc c'est vrai que c'est ces malades-là qui nous ont convaincus les uns les autres que bah oui, il se passe quelque chose quand on met la chimio dans le ventre. Après on pourra faire plein d'études, mais c'est sûr, cela, c'est sûr, ça fonctionne. Donc oui, ça marche. Alors, dernière question sur le pseudomyxome, mais je pense qu'encore une fois, vous connaissez bien. La maladie vient de l'appendice le plus souvent. Donc vous pouvez, si vous êtes d'accord, vous votez 1. Le traitement le plus efficace qui donne une survie de plus de 50% à 10 ans, c'est l'exérèse complète et la CHIP. Bon, j'ai un peu des fleurs, machin. Il n'y a pas de survivant à 10 ans. Si vous pensez ça, vous votez 3. Toute intervention avant l'exérèse complète et la CHIP diminue les chances d'être complet dans l'exérèse, c'est-à-dire CC0, et diminue le taux de survie. Donc 1, 2, 3 ou 4. Ok. Ouais, on est de plus en plus nombreux, c'est ça, hein. Alors, la maladie vient de l'appendice le plus souvent, bah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on sait que le pseudomyxome péritonéal, dans 95% des cas, c'est l'appendice. Il y a quelques cas où on est sûr, mais ça nous a pris beaucoup de temps, que c'est l'ovaire. Mais franchement, à chaque fois qu'on a cru que c'était l'ovaire, on a fait une enquête et à la fin, c'était pas lui. Mais de temps en temps, on en a retrouvé un. Et puis, on a des choses très très rares. On a vu un, nous on en a vu un à Lariboisière, il y en a un qui a été vu à Lyon sur un ourac. D'accord? Donc un pseudomyxome sur une tumeur de l'ourac. Bon, ben voilà, c'est possible, quoi. Mais habituellement, c'est l'appendice. Donc ça veut dire que quand vous mettez ça comme hypothèse diagnostique, si le patient a une appendicectomie, normalement ça colle pas. Sauf que là, on en a 3 à qui on avait laissé des bouts d'appendice, et ça marche très bien pour fabriquer des pseudomyxomes après. Donc il faut que l'appendice ait été retiré en entier, et voilà, de temps en temps, on en oublie un bout à l'intérieur. Donc oui, la maladie vient de l'appendice le plus souvent. Deuxième, je vous l'avais dit avant, et vous êtes tous d'accord, oui, c'est ce qui donne le plus de survie, et c'est plus de 50% des formes de bas grade, donc c'est vraiment, ça marche. Il n'y a pas de survivants à 10 ans, c'est pas vrai du tout, hein. Les malades, on les suit beaucoup plus longtemps que ça. La chose très importante, et vous êtes déjà un bon nombre à le savoir, c'est vraiment très important. Tout ce qui va être fait avant la chirurgie du pseudomyxome va diminuer les chances d'y arriver pour faire une exérèse complète et pour derrière avoir une survie. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire que chaque chose qui va être faite, qui va traumatiser le péritoine, qui va ouvrir le péritoine, ça donne une possibilité à la maladie d'aller un cran derrière. Et à partir de là, vous allez avoir plus de mal à la retirer et votre taux de succès il va diminuer. Donc on a des magnifiques courbes où on voit opérer une fois, la survie c'est ça, opérer 2 fois la survie est moins bonne, 3 fois c'est encore moins bon.
Donc on les a, ces séries, elles ont été publiées. Donc à chaque fois qu'on va faire quelque chose, il faut que ce soit en minimum. Sauf si bien sûr on a décidé dès le début que cette personne avait 85 ans et qu'on n'allait pas faire de chip pour cette personne. Mais si vous avez quelqu'un de jeune avec qui vous avez une potentielle derrière en vous disant je peux peut-être faire une chip ou une chimiothérapie intrapéritonéale qui donne aussi de bons résultats, il faut faire attention parce que la première opération peut faire que après ça devienne de plus en plus compliqué. Alors ça c'est la publication qui est signée par Norman Kerr, qui est le pathologiste anglais. Alors elle est toute récente, 2016. Donc ça fait pas longtemps. La particularité des pathologistes, c'est qu'on les entend pas souvent parler. Ils sont peu présents, mais ils discutent sans arrêt en fait entre eux. Et ils sont jamais d'accord. Ils sont pires que nous. Donc ils changent régulièrement. Donc on en est à la 4e. La première classification en consensus. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment bossés. Ils se sont mis ensemble. Donc celle-là, j'espère qu'elle tiendra. Elle a un avantage extraordinaire pour les chirurgiens. C'est que c'est ou blanc ou noir. La classification qu'on avait avant, il y avait 3 niveaux. Bas grade, grade intermédiaire et haut grade. Et tous les malades tombaient dans le niveau du milieu. Donc on ne savait pas quoi faire du tout. Celle-là, au moins, il n'y a plus que 2 niveaux. Il y a un bas grade et un haut grade. Le haut grade, c'est chimiosensible. Le bas grade, ça ne l'est pas. Donc à partir de là, vous pouvez vous appuyer dessus pour avoir une réponse. Par contre, de temps en temps, pour le pathologiste, ça peut être extrêmement compliqué. Alors il y a des fois où c'est très simple, puis des fois où ça ne l'est pas. Deuxième chose, je vous ai montré ici une courbe qui, dans mon souvenir, vient de Gustave Roussy, mais je ne suis pas sûr. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en gros quand vous pouvez être curatif et quand vous ne pouvez pas l'être. C'est pas très important du nombre de malades ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment 2 évolutions complètement différentes. Alors évidemment, quand on est curatif, c'est régulièrement sur un bas grade, c'est régulièrement sur un IPC qui est encore raisonnable. Donc c'est pas seulement l'acte du chirurgien, c'est aussi l'agressivité de la maladie qui va se traduire par ces 2 courbes. Mais on voit bien qu'il y a 2 maladies distinctes et qu'on ne va pas forcément obtenir le même résultat. Ça, c'est pour vous montrer l'image classique de ce qu'on appelle le capot. Donc voilà, c'est Emmental Cake si vous voulez, mais sinon c'est un capot de voiture. Là, par capot, vous avez le côlon qui vient avec, et surtout vous allez chercher l'information qui est en dessous, qui est au niveau de l'intestin grêle. Parce que ça, en faisant une colectomie, même quelquefois en passant au ras, on ne voit pas comme ça, on a l'impression, mais quelquefois il y a un tout petit plan, et on arrive à défaire ça, ou à garder un bout d'un angle. Alors souvent, le C comme lui, il s'en va parce qu'il y a la tumeur dessus, mais quelquefois vous arrivez à récupérer un bout d'angle gauche. Donc si en bas vous faites sauter la charnière et le haut du rectum, vous êtes content, ça vous en fait un petit bout qui descend. Donc de temps en temps, on arrive à en garder une partie. C'est souvent très impressionnant cette partie-là, mais c'est juste impressionnant pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est pas là où la difficulté est la plus majeure. Ça, c'est l'autre chose qui est impressionnante dans cette maladie, c'est qu'on peut avoir beaucoup de gélatine dans le ventre sans que ça rende la maladie non résécable. Donc c'est sûr que sur un scanner, on va dire mais il y a une énorme masse. Oui, il y a une énorme masse, mais si c'est de la gélatine comme ce que vous voyez là, si vous regardez bien, là il y a une espèce de paroi, et ça correspondait en grande partie à une seule lésion qui s'était enquistée et qui avait provoqué ça. Donc on peut avoir l'air intéressant et montrer qu'on a retiré une grosse tumeur, mais finalement c'est pas ça qui va être le plus compliqué. Alors on va faire un petit quiz au milieu de tout ça, c'est quoi ? Alors, vous l'avez vu l'image, donc ça c'est l'épiplomb. C'est l'épiplomb, et puis vous avez ici, vous voyez là, le ligament suspenseur du foie. Donc il n'y a pas que l'épiplomb qui est malade. Alors, je vous propose de me dire ce que c'est. Je vous propose comme première solution un lymphome de Burkitt. Alors, je suis d'accord, je devrais vous donner l'âge, évidemment, s'il a 20 ans, c'est plus probable, enfin bref. Le lymphome de Burkitt. Deuxième solution, une maladie que je suis sûr que vous ne connaissez pas du tout, la tuberculose péritonéale. Alors nous, on a appris depuis à peu près une dizaine d'années à la connaître maintenant, un petit peu. Troisième solution, un pseudomyxome, ça tombe bien, c'est le sujet qu'on est en train de traiter. Quatrième solution, un mésothéliome péritonéal. Alors je vous laisse voter pour me dire... Oui, donc on est d'accord, lymphome de Burkitt, tuberculose, pseudomyxome et mésothéliome péritonéal. Oui, on est d'accord qu'après on a un ami qui va regarder, qui va nous aider. Là c'est le responsable de centre qui dit.
On est d'accord? Alors, quel est votre diagnostic? Première solution, le lymphome, la tuberculose, le pseudomyxome ou le mésothéliome péritonéal. Je ne sais pas si vous avez commencé à voter, parce que comme je suis revenu en arrière, je ne sais pas si j'aurai la solution. Si, voilà. Alors, eh ben c'est pas mal, la majorité a raison. Bravo, c'est un mésothéliome péritonéal. Donc il n'y a pas que le pseudomyxome qui fait des grosses boules dans le ventre, il y a d'autres maladies qui vont donner ça. Donc le lymphome de Burkitt, il faut y penser, ça arrive de temps en temps, on en a vu 2. Évidemment, c'est pas non plus une forme de bon pronostic, mais c'est pas un cancer solide, mais ça donne des lésions sur le péritoine. La tuberculose, vous connaissez, et le pseudomyxome, on va y retourner. Donc, dans le pseudomyxome, il va falloir de temps en temps lever les pipelons. Vous voyez ici, vous avez l'impression qu'il y a un pseudomyxome peu important. On a un foie, il n'y a pas de lésion dessus. On a une coupole ici qu'on devine sur la photo où il n'y a pas de lésion. C'est un pseudomyxome. Et c'est un pseudomyxome avec une maladie importante, puisque quand vous levez l'épiplomb qui est ici, vous voyez l'estomac là, mais si vous regardez bien ici, les choses sont un peu différentes. Le côlon, il est posé en arrière, hein, vous l'avez vu, le côlon transverse, il est là. Et ici, je vais vous faire un zoom sur cette zone-là. Et voilà à quoi ça ressemble. Et donc, régulièrement, le message de cette image, c'est que ce qui va être le point bloquant pour la chirurgie d'exérèse du pseudomyxome, ça n'est pas la masse tumorale, ça n'est pas le volume de l'acide, c'est l'intestin grêle. Et si vous regardez bien ici, ce pseudomyxome, il est non résécable puisque vous avez des petites masses qui sont posées partout sur l'intestin grêle. Donc le meilleur pseudomyxome à opérer, c'est celui où l'intestin grêle se ratatine sur le rachis et vous avez plein de gélatine autour. Mais en fait, ratatiner sur le rachis, il n'est pas forcément envahi. Celui où il est écarté comme une toile d'araignée et où il va se coller sur les côtés et il ne bouge plus, celui-là, c'est celui-là. Et celui-là, vous aurez beaucoup plus de mal à le réséquer. Même patient, le bas au niveau du pelvis. Là encore, vous avez ici la charnière, ça descend et puis le pelvis est ici. Dans toute cette zone-là, souvent, quand vous ouvrez, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on ne peut rien faire et que tout est coincé. Ça, il faut vraiment apprendre à le faire, c'est pas très compliqué, c'est une péritonectomie complète. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas commencer à aller disséquer là-dedans, il ne faut pas essayer de disséquer au fond, il faut retirer la valve, il faut prendre le péritoine et tirer sur le péritoine. Et vous allez emporter votre péritoine et descendre au fur et à mesure. Vous allez voir vos ligaments, vous allez commencer à voir les urtères, et vous allez continuer dans le plan et vous allez tirer dessus. Si et seulement si, personne n'a joué avec avant. Si quelqu'un a commencé à disséquer ce malade avant, s'il y a déjà eu des grosses biopsies, la pire étant la biopsie transrectale, s'il y a déjà eu ça, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver, vous allez sortir du plan, vous allez couper un urtère, vous allez faire un traumatisme sur une veine latérale du pelvis. Mais si personne n'a fait de chirurgie avant vous, vous incisez le péritoine sous la valve, vous tirez et ça se décolle. Et à partir du moment où vous allez passer devant la vessie, vous allez revenir et vous allez buter sur votre rectum et vous coupez votre rectum à cet endroit-là. Et le cul-de-sac de Douglas est parti en entier. C'est une chirurgie qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est une chirurgie impressionnante, mais c'est pas du tout une chirurgie impossible à apprendre. C'est vraiment pas très compliqué au bout d'un moment. Et c'est la chirurgie qu'il faut faire pour se sortir de cette situation-là, parce que quand vous voyez ça, la plupart des chirurgiens pensent que c'est non résécable. Et c'est pas non résécable. Encore une fois, si personne n'a fait de bêtises avant vous. Alors je vais vous montrer des images de Dominique, parce que j'ai toujours... voilà, donc c'est des images de Dominique Elias, qui a donné quand même à la carcinose péritonéale beaucoup de son temps. Donc Dominique, il vient de partir à la retraite, donc je lui pique ses images. Donc ça, c'est un pseudomyxome, c'est très impressionnant. Vous voyez qu'il y a de la gélatine un peu partout, il y en a derrière la rate. Alors c'est sûr que la rate, vous n'allez pas trop vous embêter, elle va s'en aller. Hein. Après, les points clés, ils vont être là, hein, quand on va descendre dans le pédicule hépatique. Et donc je vais vous montrer une succession d'images, qui sont les images du scanner de ce patient. Et donc on a ce qu'on appelle un foie qui va s'écarter en aile de papillon. Alors, cette partie-là, c'est le ligament suspenseur du foie. Vous allez descendre le long, il n'y a pas de catastrophe. C'est pas très compliqué, il n'y a pas de gros vaisseau. Je sais qu'il y a des chirurgiens hépatiques dans la salle, donc je fais attention. Il n'y a pas de gros vaisseau si vous descendez là. Là, ça va être un peu plus compliqué. D'accord ? Là, il faudrait qu'il reste un peu de graisse pour être sûr que ça passe. Mais par contre, au-dessus, c'est pas l'endroit le plus compliqué. Là, on continue à descendre.
Et typiquement, vous allez pouvoir faire une voie d'abord en restant extra-péritonéal et vous allez essayer de glisser jusque devant le rein en étant extra-péritonéal. Essayez pas de rentrer forcément d'entrée de jeu dans l'abdomen du patient. On peut le faire, hein, mais c'est pas forcé. Et vous voyez, l'intestin, il se ratatine au milieu. Il n'essaye pas de combattre cette gélatine. Elle le repousse et il se met au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir passer. Il n'y a pas de gélatine qui rentre comme ça dedans. Il n'est pas coincé l'intestin, il est juste ratatiné au milieu. Donc ça, finalement, c'est très impressionnant, mais c'est résécable. Alors c'est résécable au prix de 10 heures, 12 heures de chirurgie. C'est vrai, quand on ouvre, on voit cet énorme épiplon, donc on se dit que c'est impossible, mais c'est pas impossible. Après, on peut attraper le péritoine au niveau de la coupole et commencer à réséquer le péritoine. Et puis on va tirer dessus progressivement. Et puis on va emmener ce péritoine. Alors là encore, c'est une chirurgie qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais le muscle diaphragmatique il va être mis à nu. Alors il y a plein de petits trucs et astuces pour éviter les soucis. Rappelez-vous que la première complication qu'on a, c'est des hémorragies post-op. Donc si vous mettez un muscle à nu et que vous ne faites pas une hémostase extrêmement soigneuse, là c'est sûr qu'en post-opératoire vous y aurez droit. Et puis faire l'hémostase d'un muscle quand l'anesthésiste n'a pas tué le malade, le muscle bouge avec l'électricité. Donc de temps en temps c'est un peu compliqué. Si vous ne faites pas attention, vous allez rentrer dans le diaphragme. Et si vous rentrez dans le diaphragme, vous mettrez de la maladie de l'autre côté. Donc l'hémostase du diaphragme, c'est un vrai, voilà, ça s'apprend, mais on y arrive. Mais ça s'apprend. Après, au niveau du foie, vous allez devoir basculer le foie complètement, voir la veine cave de haut en bas, comme si vous vouliez faire une hépatectomie droite, et tout ça, vous apprendrez à le faire par une médiane. Donc vous pourrez comme ça aider vos chirurgiens hépatiques qui ont souvent besoin de faire des incisions bizarroïdes pour bouger le foie. Vous y arriverez avec une médiane. Voilà. Et au bout d'un moment, ce péritoine, il va monter progressivement. Et vous voyez que pour l'instant, au niveau du foie, on n'a pas fait grand-chose. On a juste décollé au fur et à mesure, et on voit ce péritoine qui monte. Et puis à la fin, on aura cette vue-là, avec là, on va commencer à attaquer le bas. Donc ça va être plus compliqué, puisque cette fois-ci, il va falloir commencer à rentrer vers le pédicule hépatique, et c'est là que ça va vraiment commencer à être compliqué, que de temps en temps, ça passera pas. Et puis de temps en temps, on y arrive, et vous voyez progressivement l'ensemble des structures qui va devenir de plus en plus visible. Et puis quand vous aurez fini le haut, vous vous retournerez, vous ferez le bas. Et ça, c'est le pelvis, avec ici l'ensemble de la résection. Vous avez la vessie qui est devant, ça a été sectionné au niveau du rectum, et toutes les structures ont été retirées. Donc c'est sûr que c'est une chirurgie qui va vous prendre longtemps. Donc c'est des interventions qui peuvent durer 10 heures, 11 heures, 12 heures. Donc vous n'allez pas faire ça à 75 ans pour le patient. D'accord. Donc ça veut dire que vous allez devoir réfléchir à pas mal de petites choses à côté. Ça veut dire que la nutrition de votre patient avant l'intervention, c'est important. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'éléments. Mais sous couvert de cette chirurgie, encore une fois qui est longue et compliquée, mais c'est pas impossible, on peut arriver à réséquer les grands pseudomyxomes. Et puis quand on a fini, on fait ça, c'est-à-dire qu'on va mettre la paroi du malade sur un cadre, on va tendre ce cadre, et puis on va installer les drains, et on va faire tourner la chimiothérapie à l'intérieur de l'abdomen. Donc on peut soigner ces patients pour ces volumineux pseudomyxomes. Je vous ai dit qu'on avait démontré à l'unité de recherche INSERM où je travaille et que je dirige depuis quelques années qu'on pouvait donner des anti-angiogéniques à ces patients. Alors, cette maladie est une maladie extrêmement bizarre pour les oncologues et pour les scientifiques, puisqu'il y a des cellules qui circulent dans le sang, donc on en trouve dans les patients, et il n'y a quasiment jamais de métastase quand c'est un bas grade. Donc ce que vous avez à gauche, c'est un homme. Vous voyez son foie ici et la masse de gélatine qui est là. C'est l'histologie. Et ce que vous avez ici, c'est une souris. Donc ça, c'est une IRM de souris. Et vous voyez qu'on obtient exactement le même système. Donc on a des modèles animaux qui miment la maladie. Et sur ces modèles, on a testé différents traitements. Et le traitement qui fonctionne bien, c'est les anti-angiogéniques. Donc progressivement, on a commencé à donner à ces patients, dans certaines situations, un 5-FU associé à un anti-angiogénique. Donc le bevacizumab, qui était le premier qu'on avait. Donc en pratique, on va essayer de finir avec cette diapo-là. Si vous ne disposez pas de la chip, j'ai compris que vous alliez en disposer bientôt, vous pouvez faire une XRS complète et une chimiothérapie post-opératoire, pourquoi pas. Mais si vous disposez de la chip, c'est le meilleur traitement. Si vous faites une chirurgie incomplète, ça n'a de sens que si vous faites ça pour améliorer la qualité de vie des gens. Si c'est juste pour retirer un peu de maladie et qui sont peu symptomatiques, il ne faut pas le faire. Donc il faut savoir aussi dire non à quelqu'un qui a un gros ventre et qui est un peu gêné mais sans plus.
Par contre, il faudra l'opérer le jour où ils pourront plus manger. Donc il faut bien s'entendre avec les gens pour qu'ils n'arrivent pas quand ils ont moins 15 kilos, parce que vous ne pourrez pas non plus les opérer. Donc il faut que l'ensemble des gens qui le prennent en charge aient bien compris ça. Mais quand on y arrive, ça fonctionne. Il faut éviter d'aggraver la situation avec un drainage, avec une ouverture du diaphragme, ouvrir les plans d'exérèse. Si vous espérez plus tard proposer à ce patient une chirurgie complète, il ne faut pas faire d'urétérolyse, par exemple, typiquement. Si vous faites une urétérolyse à un patient et que vous pensez y retourner plus tard pour faire une chirurgie complète, vous allez avoir beaucoup de mal. Et puis le débulking sans stomie, si c'est un haut grade, suivi d'un 5FU et d'un anti-angiogénique, c'est une solution. Et puis le débulking sans stomie pour un bas grade, et en s'arrêtant là, si vous n'avez pas la possibilité de faire une chip, ou encore une fois, si le malade est âgé, puisque cette maladie, elle existe chez des gens de 15 ans et elle existe chez des gens de 90 ans. Donc on a des gens âgés qui viennent, qu'on ne peut pas opérer avec une chip et qu'il faut prendre en charge. Et encore une fois, un débulking sans stomie, c'est souvent une bonne solution. Donc on peut arriver à retirer 95% de ce grand épiplomb énorme sans faire de stomie aux gens quand on est coincé pour ce type de maladie. Et je crois que j'ai fini pour le pseudomyxome. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, le temps qu'on change? Il y a une question internet. Il y a un professeur Benazos qui pose la question, c'est un gastro, qui pose la question: quel est l'impact de cette chirurgie sur la survie? Alors, quand on peut faire l'exérèse complète de la maladie et qu'on peut associer à cette exérèse complète une chip, on a des gens qui sont guéris et qui sont guéris à 15 ans. Quand on prend les séries, y compris les séries historiques américaines où il n'y avait pas de chip pour ces mêmes malades, la majorité sont morts à 15 ans. Donc il y a un vrai bénéfice, y compris pour les bas grades. Et quand après on prend les hauts grades, alors là le bénéfice il est vraiment évident, parce que la maladie peut aller très vite, mais on a par contre, même quand on fait l'exérèse complète de la maladie et la chip, un taux de succès qui n'est pas du tout celui des bas grades. On a des récidives. Et la chip, pour le pseudomyxome, c'est vraiment la maladie où on a le plus d'avantages en plan de survie. C'est dans la littérature et maintenant dans toutes les équipes, des rechips par exemple. On a commencé à faire des rechips, comme on fait des re-hépatectomies dans les métastases hépatiques. On a commencé avec des patients qui avaient des pseudomyxomes, tellement l'impact il va être important au niveau de la survie. Il y a une autre question, oui. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas montré de courbes, hein, mais elles sont publiées. Oui. Alors quand il s'agit d'un pseudomyxome de haut grade, donc sur finalement un carcinome, donc on va traiter comme un colorectal, enfin pour la chimiothérapie. Mais alors combien de cycles en général? C'est aussi 3 mois pré-op. Quelle stratégie thérapeutique vous faites exactement et quel est le protocole? On avait des données par exemple par rapport au FOLFIRI qui était un peu plus efficace que le FOLFOX. Je ne sais pas dans votre expérience. Oui. Alors il y a 2 situations. La première que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on est en préopératoire et puis on a des arguments pour penser que c'est un haut grade. Quelquefois, on a une biopsie d'un collègue en célioscopie qui fait une biopsie et qui répond au grade. C'est comme pour tout le reste de la napate, si on a un haut grade, c'est ça qui gagne. Si on a une biopsie qui dit bas grade, rien n'empêche que la partie d'à côté soit du haut grade et qu'on ait l'information plus tard. Mais si la première information c'est du haut grade, il nous est arrivé de commencer avec une chimio. Les 2 drogues que vous avez données, le FOLFIRI a un peu gagné ses lettres de noblesse par rapport au FOLFOX dans le pseudomyxome, essentiellement pour sa tolérance. Parce que par contre, ce qu'on va avoir plus souvent, c'est des malades pour lesquels on a essayé de faire une chirurgie d'exérèse qu'on n'a pas réussi à faire, et on va mettre en place une chimio, mais on va la garder. Donc on va partir sur une chimio très prolongée, et là le FOLFIRI, ça passe quand même beaucoup mieux que du FOLFOX, où rapidement ils vont avoir une neuropathie, enfin des difficultés. Donc c'est un peu pour ça, mais il semble effectivement, c'était les collègues de Basinstock qui avaient montré ça, et puis après un peu les gens de Gustave Roussy, que le FOLFIRI, ça soit pas une mauvaise solution. Encore une fois, FOLFIRI plus anti-angiogénique. Ouais. Alors finalement, sous la pression des malades, on était obligé d'opérer ce genre de malades. La seule solution que nous avons, c'est de faire une cytoréduction importante, parfois même une exérèse complète. Et à la surprise, quand même, on a des malades qui sont suivis d'une chimiothérapie après. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, ou dans cette situation, on n'a pas de chip, il ne faut pas laisser le malade, il faut essayer quand même
de faire une résection importante suivie d'une chimiothérapie. Et j'étais conforté dans ce cas-là parce que Par j'ai ma vu conclusion. que... Absolument. Donc c'est une solution, donc il ne faut pas hésiter. Bien sûr, c'est entre prendre un patient, le mettre dans l'avion, lui faire traverser la planète pour aller le faire opérer de l'autre côté et le prendre chez soi et qu'il soit opéré avec les siens à côté, j'ai jamais pensé que la bonne solution c'était la première. Merci. Et encore une fois, c'est quand même une maladie qui régulièrement va évoluer doucement, donc il faut surtout pas condamner ces gens. Il y a une question d'Internet. Il y a Amin Swatra qui malheureusement est malade et n'a pas pu être présent, qui a participé à l'organisation de cette journée activement. Il pose la question, quelles sont les contre-indications de cette chirurgie? Alors, on va prendre donc les contre-indications de la chirurgie d'exérèse des pseudomyxomes. Elles sont essentiellement liées à l'état général des gens. Elles sont liées à l'état général. Alors, on va même prendre la CHIP en général. Les contre-indications qu'on a aujourd'hui, on a mis la barre à 70 ans. Alors, c'est toujours délicat et difficile. Il faut donner un chiffre. Parce que si on parle avec un collègue oncologue, si on parle avec un gastro-entérologue, il va bien vous demander au bout d'un moment, jusqu'à quel âge? Donc aujourd'hui, c'est 70 ans. Alors, il faut savoir que le papa de la CHIP dans le monde, c'est Paul Sugar-Baker. Et donc Paul Sugar-Baker, qui est le chirurgien américain qui a inventé cette chirurgie, Paul a plus de 70 ans aujourd'hui. Il continue à opérer et il nous a fait un congrès à Washington il y a 3 mois qui était magnifique. Donc il y a quelques années, je m'étais permis dans un topo de dire on a mis la barre à 70 ans. Il venait juste de les passer, ces 70 ans. Et donc Paul s'est levé, et donc je suis moyennement content de voir ce monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect me poser une question. Et il m'a dit, aux États-Unis, on t'attaquerait pour discrimination. Donc on ne peut pas, avec juste l'âge, dire à quelqu'un, c'est sûr qu'il ne faut pas vous opérer. Donc les limites, elles sont physiologiques, on le conçoit bien, on voit bien qu'une chirurgie qui va durer 10 heures, on ne peut pas la faire à quelqu'un qui est trop âgé. Mais elles sont vraiment liées à la personne, elles ne sont pas liées à l'âge. Donc dans la littérature, il y a quelques publications maintenant sur des patients âgés. À Lariboisière, notre corpsman, il a maintenant plus de 80 ans, il a été opéré il y a 2 ans. Voilà, il a été opéré d'un estomac, on lui a fait une gastrectomie totale. Tout ça paraissait complètement fou. Mais j'ai dit non au chirurgien collègue qui m'a appelé en me disant « J'ai fait une cellio à ce monsieur, il a une petite carcinose, je te l'envoie ». Je lui dis non, il est trop vieux. Et puis 2 mois après, j'ai une autre dame qui m'appelle et qui me dit « Je suis oncologue, je la connais ». Et elle me raconte, j'ai un monsieur, il a 80 ans, machin, il a bientôt 80 ans, il a ça. Je dis « Mais c'est pas possible, vous vous donnez le mot, c'était le même malade ». Donc il n'y en a pas 150, mais il y a de temps en temps des malades qui vont sortir de nos critères habituels. Donc l'âge, ça ne doit pas être un critère absolu, mais c'est un critère pour réfléchir. Après, il y a tout ce qui concerne l'état général nutritionnel des gens. Quand on voit des gens qui sont dénutris par la maladie, on a beaucoup de mal à faire une chirurgie compliquée. Donc l'état nutritionnel, c'est un élément important. Et après, il y a les antécédents de ces patients. Les pires antécédents, c'est ceux que vous connaissez et que vous avez l'habitude comme chirurgien pour la chirurgie colorectale. Donc dans la chirurgie colorectale, on sait que le vaisseau, c'est important. Donc des malades qui ont une pathologie cardiovasculaire importante, qui ont des vaisseaux qui ne fonctionnent pas, de l'athérome, ils ne vont pas cicatriser, ils feront des fistules anastomotiques et vous aurez des complications. Donc les vaisseaux. On sait toujours sur les critères de l'AFC qui avaient été faits par les chirurgiens colorectaux que le neuro, c'est important. Donc un malade qui a une pathologie neurologique grave, invalidante, un Parkinson avancé, qui a fait des accidents vasculaires cérébraux et on croise neuro et vaisseau, tout ça c'est des contre-indications. Et les dernières choses qui sont des contre-indications, c'est le foie. Un malade qui a une cirrhose, même si cette cirrhose n'a jamais été décompensée, même si les Child A, on a été plusieurs à tenter de temps en temps des chips pour ces malades-là, on a tous une très mauvaise expérience. Nous on en a fait 2, il y en a un qui a survécu par hasard. Et l'autre qui est mort. Donc, et les collègues à Lyon ont eu le même souci. Donc c'est sûr qu'à chaque fois qu'on va mettre des gens dans une situation de chirurgie qui dure longtemps, plus une chimiothérapie, eh bien les tares des patients, parce que c'est comme ça qu'on dit, mais j'aime pas trop ce mot-là, les tares des patients, elles sont très importantes. Donc bien plus que l'oncologie, on va en discuter. C'est sûr qu'un malade qui a 14 métastases pulmonaires, il ne faut pas l'opérer d'une chip pour un côlon, mais ce qui compte le plus, et c'est vraiment important, c'est l'état général du patient. Donc ça veut dire qu'on a parlé de nos collègues anatomopathologistes, c'est important de les avoir, on a parlé des collègues radiologues, et maintenant on aborde les collègues anesthésistes, et il faut absolument avoir une discussion avec l'anesthésiste pour ces patients. On ne peut pas tout seul emmener ces patients sur cette chirurgie-là, mais je pense que tout ça vous le savez. Quel est le protocole de la nutrition parentale?
Alors, la question qui est posée, c'est quel est le protocole de la nutrition parentérale? Donc, tous les patients, avant d'être opérés d'une chirurgie importante, donc d'une CHIP, reçoivent tous de l'oral impact. Alors, je ne sais pas si vous avez été convaincu par les publications sur l'oral impact. Moi, j'ai été un peu réticent au début. J'ai mis un peu de temps à percevoir que c'était vraiment important, mais c'est vrai que les collègues qui ont travaillé dessus sont vraiment persuadés que c'est utile. Donc, pour être totalement honnête, j'en ai donné à des petites souris pour voir si ça faisait pousser les tumeurs. Ça ne fait pas pousser les tumeurs sur les petites souris. Donc je pense qu'on ne fait pas de mal aux gens et que probablement on leur fait même du bien en leur donnant ces préparations préopératoires. Mais associé à cet oral impact, moi je dis aux gens de manger de la viande et d'avoir une activité physique importante. Et on a vu que c'était les choses les plus importantes, c'était ça. Donc ça c'est ce qu'on leur dit avant. Et donc on a maintenant dans la consultation préopératoire avant une CHIP, consultation qui a lieu 1 mois avant, ils voient les anesthésistes, ils voient les chirurgiens, mais ils voient aussi la diététicienne, ils voient aussi la psychologue et ils voient aussi l'infirmière d'annonce. Donc on essaye d'être très attentif à tout ce qui est autour, parce que finalement une majorité des complications qu'on peut prévenir, c'est avec la psychologue, avec la diététicienne, pour essayer d'avoir la meilleure nutrition possible avant l'intervention. Et puis comme je vous l'ai dit, en post-opératoire immédiat, on utilise une nutrition par voie veineuse immédiatement pour éviter la dénutrition post-opératoire. Et ensuite, on arrête cette nutrition qu'à partir du moment où les gens prennent 1000 calories par jour. Donc on les booste. Vous avez dit que la limite essentielle de cette résection, c'est l'envahissement du grêle. Est-ce qu'il faut le préserver en totalité ou on peut faire une résection? Si oui, jusqu'à quelle longueur on peut aller? Alors la question, je la redis parce que j'ai peur que sinon elle ne soit pas pour les gens qui regardent sur Internet. La question portait sur la résection de grêle. Est-ce qu'on peut le réséquer, est-ce qu'on ne peut pas le réséquer, jusqu'à quelle longueur? En sachant, comme je vous l'avais dit, et comme je vous l'ai montré, souvent, une des limites, c'est le grêle. Alors c'est assez facile, c'est ça par contre vous savez, c'est ce que c'est qu'un grêle court. Donc mettre un patient en grêle court pour lui faire l'exérèse d'un cancer avancé du péritoine, probablement que ce n'est pas justifié. Puisque nos taux de succès, ils ne sont pas justifiés par rapport à ça. Donc on va répondre sur la longueur de grêle en fonction du fait que vous gardez ou pas la valvule iléocécale. Très souvent, elle s'en va. Donc nous, on est à 3 mètres de grêle habituellement. On ne descend pas en dessous. Et ce qu'on a déjà fait à plusieurs reprises, c'est dans les très grands pseudomyxomes, quand il faut brûler un par un tous les nodules qui sont posés sur le mésentère, on se met sur l'angle de Trest, on fait un côté pendant 1 heure, on retourne, on fait l'autre côté pendant 1 heure et on regarde quelle est la longueur. Et puis quand on arrive à 3 mètres, on coupe.